Je n'avais jamais cru au surnaturel, jusqu'à cet automne où mon monde s'est effondré. Ma fille et son mari sont morts dans une collision sur une route de montagne rendue glissante par la pluie. Et je me suis soudainement retrouvé seul avec leur nourrisson. Juste moi, un grand-père ne vivant que de sa retraite, dans une cabane au pied des montagnes. J'avais 61 ans, j'étais en deuil et je n'avais aucune idée de comment j'allais survivre. Mais quelque chose d'autre avait des plans différents pour nous, quelque chose qui dépassait l'entendement. Voici ce qui s'est passé. Ils ont péri en octobre. L'accident a eu lieu dans un virage humide, juste à la sortie de la vallée. À un instant, ma fille ramenait sa famille à la maison après m'avoir rendu visite et l'instant d'après, une camionnette de livraison a fait de l'aquaplaning et a dévié sur leur voie. La gendarmerie a dit qu'ils étaient morts sur le coup. Ils m'ont annoncé ça comme si c'était censé être une sorte de consolation. Le nourrisson a survécu parce qu'elle était sur la banquette arrière, dos à la route, dans son siège auto. Elle n'avait que 7 mois, trop jeune pour comprendre que ses parents ne reviendraient jamais, trop jeune pour savoir quoi que ce soit, si ce n'est que l'univers était soudainement devenu un endroit plus sombre et plus vide. L'aide sociale à l'enfance m'a demandé si je pouvais la prendre. Bien sûr, j'ai dit oui. Qu'aurais-je pu dire d'autre? C'était ma petite fille, ma chair et mon sang. Mais être d'accord et savoir comment s'y prendre étaient deux choses complètement différentes. J'avais élevé ma fille 35 ans plus tôt, quand j'étais jeune et que ma femme était encore en vie. Maintenant, j'étais seul, survivant avec une petite retraite dans une cabane qui nécessitait des travaux que je ne pouvais pas payer. Le chauffage fonctionnait à peine. Les fenêtres laissaient passer les courants d'air quand le vent soufflait et l'hiver approchait. Ma cabane se trouvait tout au pied des montagnes, là où la route entretenue se terminait et où la nature sauvage commençait. La plupart des gens évitaient cette région. Ils disaient que c'était trop isolé, trop loin de la civilisation. Mais j'habitais ici depuis 45 ans et je n'avais jamais eu de problème. Les montagnes avaient toujours été comme une compagne pour moi, quelque chose de calme et de protecteur. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait bien plus que ça. Les premières semaines après l'arrivée du nourrisson furent les plus difficiles de mon existence. Je pleurais chaque nuit après qu'elle se soit endormie. Je pleurais ma fille, son mari, la vie que ce bébé n'aurait jamais avec ses parents. Je pleurais parce que j'étais terrifié de ne pas avoir assez d'argent pour les couches et le lait en poudre, terrifié de ne pas avoir assez d'énergie pour faire ça tout seul, terrifié de la décevoir, comme j'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde. Novembre est arrivé, apportant les premiers grands froids. La température a chuté en dessous de 0 et y est restée. Ma facture de chauffage a doublé, puis triplé. J'ai commencé à porter 4 couches de vêtements à l'intérieur de la cabane et à garder le nourrisson enveloppé dans des couvertures. Je lui donnais ses biberons et j'essayais de la faire sourire. Mais à l'intérieur, j'étouffais. Le chagrin me détruisait et la terreur de ne pas avoir assez était encore pire. Puis est venue la nuit qui a tout changé. C'était 3 semaines avant Noël. Le grésil tombait sans relâche et le vent hurlait à travers les interstices de mes vieilles fenêtres. Je venais de coucher le nourrisson quand j'ai entendu quelque chose dehors. Au début, j'ai pensé que c'était juste le vent qui faisait claquer une branche contre le côté de la cabane, mais je l'ai entendu à nouveau. Un bruit sourd et lourd, puis un autre, puis des pas qui crissaient sur la glace. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Nous étions à 3 kilomètres du voisin le plus proche. Personne ne venait ici la nuit, surtout pas dans de telles conditions. J'ai pensé que c'était peut-être un animal, un puma ou un ours cherchant de la nourriture. Mais les pas semblaient trop lourds, trop déterminés. Ils ressemblaient presque à ceux d'une personne. Je me suis glissé jusqu'à la fenêtre du salon et j'ai tiré le rideau d'1 millimètre. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait quelque chose dans mon jardin, quelque chose d'énorme. Il mesurait au moins 2,70 m, était couvert d'une fourrure sombre, avec des épaules aussi larges qu'un réfrigérateur. Le Bigfoot se tenait parfaitement immobile sous le grésil qui tombait, fixant simplement ma cabane.
Ses yeux ont capté la lumière de ma lampe de Porsche et l'ont réfléchi, comme le font les yeux des animaux la nuit. Mais ce n'était pas un animal que j'avais jamais vu. Je me suis reculé de la fenêtre et j'ai mis ma main sur ma bouche pour ne pas faire de bruit. Mon esprit s'emballait. Est-ce que j'avais des hallucinations? Étais-je si épuisé et accablé de chagrin que j'avais des visions? Mais non, le Bigfoot était réel. Je pouvais voir le grésil se déposer sur sa fourrure. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser tandis qu'il respirait. J'ai couru dans la chambre du nourrisson et j'ai fermé la porte aussi silencieusement que possible. Elle dormait toujours, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. Je suis resté là, dans le noir, à écouter les battements de mon propre cœur tonner dans mes oreilles. Dehors, j'entendais le Bigfoot se déplacer autour de la cabane. Je l'ai entendu marcher le long du bâtiment. Je l'ai entendu s'arrêter à l'entrée arrière. J'ai entendu la poignée de la porte cliqueter. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide, mais mes mains tremblaient si fort que je l'ai fait tomber. Le temps que je le ramasse, le bruit avait cessé. Le Bigfoot était devenu silencieux. Je suis resté figé dans le noir, attendant que quelque chose se passe, attendant que la porte s'ouvre en grand ou qu'une fenêtre se brise, mais rien ne s'est produit. Après ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 30 minutes, j'ai finalement trouvé le courage de regarder à nouveau dehors. Le Bigfoot était parti. La seule preuve de sa présence était une série d'empreintes de pas massives dans la glace, menant des montagnes à ma cabane et vice-versa. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur une chaise à côté du berceau du nourrisson, avec un couteau de chasse sur les genoux, sursautant au moindre bruit. Au matin, je m'étais convaincu que ça devait être un ours. Les ours marchent parfois sur leurs pattes arrière. Peut-être que dans le noir et le grésil, mon esprit effrayé avait transformé un ours ordinaire en quelque chose d'impossible. Mais quand le soleil s'est levé, je suis sorti pour regarder ces empreintes. Ce n'étaient pas des traces d'ours. Elles avaient la forme de pieds humains, mais 4 fois plus grandes, et elles allaient jusqu'à mon entrée arrière, s'y arrêtaient un moment, puis retournaient vers les montagnes en ligne droite. Ce matin-là, j'ai trouvé autre chose aussi. Sur mon perron arrière, disposé avec soin sur la marche du haut, se trouvait une pile de provisions. Pas des déchets ou des restes, mais de vraies provisions. Il y avait des champignons sauvages, encore frais malgré le froid, arrangés en une grappe nette. À côté, 4 grosses truites, nettoyées et vidées, posées sur un lit d'aiguilles de pin. Le Bigfoot les avait laissées là pendant la nuit. Je suis resté là à regarder cette nourriture pendant un long moment, essayant de comprendre. Cette créature, quelle qu'elle soit, m'avait terrifié, mais elle n'avait pas essayé de me faire du mal. Au lieu de ça, le Bigfoot m'avait apporté des provisions. Pourquoi? J'ai regardé ces truites et ces champignons et j'ai pensé à mon réfrigérateur vide. J'ai pensé à la façon dont j'avais tiré sur chaque euro, sautant des repas pour pouvoir acheter du lait en poudre pour le nourrisson. J'ai pensé à la peur que j'avais eue que nous ne passions pas l'hiver. J'ai rentré les provisions. La truite était fraîche, les champignons avaient un goût de terre et je les ai cuisinés tous les deux pour le petit déjeuner. Je me suis senti coupable au début, comme si j'acceptais la charité de quelque chose dont je devrais avoir peur. Mais j'avais faim, j'étais désespéré et la nourriture était bonne. Cette nuit-là, le Bigfoot est revenu. Je m'y attendais cette fois, donc je n'avais pas aussi peur. J'ai entendu les pas sur la glace et je suis allé à la fenêtre. Le Bigfoot se tenait au même endroit que la fois précédente, observant simplement ma cabane. Cette fois, j'ai pu mieux voir la créature. Le Bigfoot était massif, avec de longs bras qui lui arrivaient presque aux genoux et une carrure large et puissante. Sa fourrure était brun foncé, presque noire au clair de lune, et son visage se situait entre celui d'un humain et celui d'un singe, avec un nez plat et des yeux profonds qui semblaient intelligents, conscients. Le Bigfoot est resté là peut-être 15 minutes, puis s'est retourné et est reparti dans les montagnes. Le matin, il y avait plus de nourriture sur mon porche, plus de champignons,
plus de truites, et cette fois, une dinde déjà nettoyée et prête à cuire. Cela a continué pendant des semaines. Chaque nuit, le Bigfoot venait se tenir dans mon jardin. Chaque matin, je trouvais de la nourriture sur mon porche. J'ai cessé d'avoir peur et j'ai commencé à être curieux. Qui était cette créature? Que voulait-elle? Pourquoi m'aidait-elle? J'ai commencé à laisser mes propres offrandes sur le porche. Rien de grand, juste des choses que je pensais que la créature pourrait aimer. Un pot de miel, du pain que j'avais fait, une couverture en laine. Chaque matin, les offrandes avaient disparu et il y avait de la nouvelle nourriture à leur place. C'est devenu une routine, un échange entre nous. Je déposais quelque chose, le Bigfoot le prenait et laissait autre chose. Nous communiquions sans mots, construisant une relation basée sur des cadeaux et des gestes. Ma petite fille grandissait pendant ce temps. Elle rampait maintenant, se hissant sur les meubles, faisant ces bruits de bébé qui ressemblent presque à des mots. Elle avait les yeux de ma fille, cette même intelligence vive, cette même curiosité pour tout. La voir grandir était à la fois douloureux et magnifique. Douloureux parce que ma fille ne le verrait jamais, et magnifique parce que cette petite fille s'épanouissait malgré tout. Je passais moins de temps à pleurer et plus de temps à simplement essayer de suivre son rythme. Les bébés ne se soucient pas de votre tristesse. Ils ont besoin d'être nourris, changés, divertis et aimés. Elle me tirait vers l'avant quand je voulais m'effondrer. Elle me donnait une raison de continuer quand je n'en avais aucune. Et le Bigfoot nous maintenait en vie. Sans la nourriture que la créature apportait, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Ma retraite couvrait à peine la facture de chauffage et les impôts fonciers. Il ne restait rien pour les courses. Mais chaque matin, il y avait de la nourriture sur mon porche, du poisson, du gibier et des plantes sauvages. Plus qu'assez pour nous nourrir. J'ai appris à préparer des choses que je n'avais jamais cuisinées auparavant. J'ai appris quelles plantes sauvages étaient comestibles et lesquelles ne l'étaient pas. J'ai appris à conserver la nourriture pour les temps de vaches maigres, à fumer la viande et à sécher les herbes. Le Bigfoot m'apprenait à survivre d'une manière que je n'avais jamais eu à connaître. Puis l'hiver est arrivé en force. La neige a commencé à tomber en décembre et ne s'est pas arrêtée avant mars. Nous étions ensevelis sous plusieurs mètres de neige. La route vers la vallée était impraticable pendant des semaines. Le facteur ne pouvait pas passer. La livraison de propane ne pouvait pas passer. Nous étions complètement coupés de la civilisation. Mais nous n'étions pas seuls. Chaque matin, je me réveillais pour constater que quelqu'un avait déblayé un chemin de ma porte jusqu'à la réserve de bois. Chaque matin, il y avait du bois de chauffage frais, soigneusement empilé sur le porche. Chaque matin, il y avait de la nourriture. Le Bigfoot prenait soin de nous, s'assurant que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour survivre à l'hiver brutal. Je n'ai jamais vu la créature pendant la journée. Elle ne venait que la nuit. Mais je pouvais sentir sa présence, veillant sur nous depuis la lisière des arbres. Parfois, je regardais par la fenêtre et voyais un mouvement dans l'ombre. Parfois, j'entendais des branches craquer sous un poids énorme. Parfois, je trouvais des traces massives dans la neige menant jusqu'à mes fenêtres, comme si le Bigfoot s'était tenu là, à nous regarder. J'aurais dû être effrayé par ça, mais je ne l'étais pas. La créature s'était révélée être un protecteur, pas une menace. Elle veillait sur nous, s'assurant que nous étions en sécurité. Et dans cet hiver brutal, alors que nous étions si isolés et vulnérables, cette protection signifiait tout. Une nuit de janvier, pendant le pire blizzard que j'ai jamais vu, quelque chose s'est produit qui a complètement changé ma compréhension du Bigfoot. Le vent était si violent que j'avais peur que ma cabane ne s'effondre. La température avait chuté à moins 30 degrés Celsius. Ma petite fille pleurait parce qu'elle avait froid, malgré toutes les couvertures dans lesquelles je l'avais enveloppée. Le feu dans le poêle à bois rugissait, mais il ne pouvait pas lutter contre le froid qui s'infiltrait à travers les murs. J'étais terrifié à l'idée que nous ne survivrions pas à la nuit. Puis, j'ai entendu quelque chose sur le toit. Des pas lourds se déplaçant prudemment sur les bardeaux. Le Bigfoot était là-haut, en train de faire quelque chose.
J'ai entendu des bruits de grattement, de cognement, puis tout est devenu silencieux. Quand le matin est arrivé et que la tempête était passée, je suis sorti pour voir ce qui s'était passé. Le Bigfoot avait couvert tout mon toit de branches de pin, créant une couche d'isolation qui emprisonnait la chaleur à l'intérieur. La créature avait également entassé de la neige autour de la base de la cabane, créant un brise-vent qui bloquait le plus gros du froid. Cette nuit-là, notre cabane avait été plus chaude qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Le Bigfoot nous avait littéralement sauvé la vie. Après cette nuit, j'ai commencé à parler à la créature. Je savais qu'elle était là, dans l'obscurité, à regarder et à écouter. Alors je me tenais sur mon porche et je parlais dans la nuit, racontant au Bigfoot ma journée, les progrès de ma petite fille, mes peurs et mes espoirs. Je ne savais pas si la créature comprenait mes mots, mais j'avais besoin de reconnaître ce qu'elle faisait pour nous. J'avais besoin d'exprimer ma gratitude. Et parfois, juste parfois, j'entendais une réponse. Pas des mots, mais des sons. Un grondement sourd venu des profondeurs des montagnes. Une branche se brisant à un rythme spécifique. Une série de coups sur un arbre lointain. Le Bigfoot répondait à sa manière. Nous construisions une relation, la créature et moi. Pas une relation humaine, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de primal, d'honnête et basé sur l'entraide. Le Bigfoot nous protégeait et nous nourrissait. Je reconnaissais la créature et la traitais avec respect. C'était notre lien. Le printemps est finalement arrivé, comme toujours. La neige a fondu et la route vers la vallée s'est rouverte. Les gens pouvaient passer maintenant, le facteur, la livraison de propane, les voisins qui venaient voir si nous avions survécu. Ils étaient étonnés que nous ayons traversé un hiver aussi brutal, tout seul. Ils m'ont demandé comment j'avais fait, un vieil homme avec un nourrisson dans une cabane isolée. J'ai juste souri et dit que nous avions eu de la chance. Je ne leur ai pas parlé du Bigfoot. Je savais instinctivement que la créature devait rester un secret. Si les gens savaient, ils viendraient la chercher. Des chasseurs, des scientifiques et des curieux. Ils envahiraient ces montagnes et détruiraient la paix dont le Bigfoot avait besoin pour survivre. Alors, je me suis tu. J'ai laissé les gens penser que j'étais une sorte d'expert de la nature, un vieil homme coriace qui pouvait survivre à tout. Mieux valait qu'il pense que ça, plutôt que de connaître la vérité. Ma petite fille avait 1 an maintenant. Elle faisait ses premiers pas, disait ses premiers mots. Elle était en bonne santé et heureuse, malgré les épreuves que nous avions endurées. Et elle connaissait le Bigfoot. Elle l'avait vu à travers les fenêtres assez de fois pour le reconnaître. Quand la créature apparaissait à la lisière des arbres le soir, elle pointait du doigt et faisait un bruit excité. Elle n'avait pas peur. Le Bigfoot faisait juste partie de son monde, aussi normal pour elle que les montagnes ou les arbres. Je me demandais ce que cela signifierait pour elle en grandissant. S'en souviendrait-elle? Croirait-elle que c'était réel ou penserait-elle que ce n'était qu'un rêve de sa petite enfance? J'espérais qu'elle s'en souviendrait. J'espérais qu'elle porterait cette connaissance avec elle, cette compréhension que le monde contenait des mystères et des merveilles au-delà de ce que la plupart des gens croyaient possible. Le Bigfoot a continué à nous rendre visite au printemps et en été. Le schéma était différent maintenant. La créature ne venait plus toutes les nuits et ne laissait pas toujours de la nourriture. Nous avions d'autres sources maintenant que la route était ouverte. Mais le Bigfoot vérifiait toujours régulièrement que nous allions bien, s'assurait toujours que nous étions en sécurité. Parfois, je trouvais des cadeaux qui n'étaient pas de la nourriture. De belles pierres disposées en motifs, des plumes d'oiseaux rares. Une fois, une figurine en bois sculptée qui ressemblait presque à un jouet. Je l'ai donnée à ma petite fille et c'est devenu son objet préféré. Elle l'emportait partout, dormant avec, jouant avec, lui parlant dans son langage de bébé. Je pense que le Bigfoot l'avait faite spécialement pour elle, un cadeau d'un gardien à un autre. Au fil des mois, j'en ai appris davantage sur la créature par l'observation. J'ai appris qu'elle était intelligente, bien plus intelligente que n'importe quel animal que j'avais jamais rencontré. Le Bigfoot comprenait la cause et l'effet. Il comprenait nos besoins et les anticipait. Il comprenait que ma petite fille était jeune et vulnérable et avait besoin d'une protection supplémentaire.
J'ai aussi appris qu'il était patient. La créature ne se précipitait jamais, n'agissait jamais de manière impulsive. Tout ce qu'elle faisait était mesuré et délibéré. J'ai appris qu'elle était d'une force incroyable. Je l'ai vue une fois porter un wapiti adulte sur ses épaules comme s'il ne pesait rien. J'ai appris qu'elle était douce. Malgré sa taille et sa force énorme, le Bigfoot se déplaçait prudemment autour de notre cabane, n'endommageant jamais rien, ne faisant jamais plus de bruit que nécessaire, et j'ai appris qu'elle était seule. Je pouvais le voir dans la façon dont la créature s'attardait parfois, restant à la lisière des arbres pendant des heures, simplement à nous regarder. Je pouvais l'entendre dans les appels qu'elle lançait dans la nuit, des sons longs et mélancoliques qui semblaient chercher une réponse qui ne venait jamais. Le Bigfoot était seul dans ces montagnes, tout comme j'avais été seul avant son apparition. C'était peut-être en partie pour cela qu'il avait choisi de nous aider. Peut-être reconnaissait-il en nous un reflet de sa propre solitude. Cet été-là, quelque chose s'est produit qui m'a fait comprendre à quel point nous étions en danger et à quel point nous dépendions de la protection du Bigfoot. Un groupe de randonneurs s'est perdu dans les montagnes et s'est retrouvé près de ma cabane. C'étaient de jeunes hommes, des étudiants en voyage d'aventure. Ils ont vu ma petite fille jouer dans le jardin, ont vu que j'étais vieux et seul, et ils ont décidé d'en profiter. Ils sont venus à la porte en demandant de l'eau, puis ils sont entrés de force. Ils ont commencé à fouiller dans mes affaires, prenant ce qu'ils voulaient. L'un d'eux a fait une remarque sur notre isolement, sur le fait que personne ne saurait s'il nous arrivait quelque chose ici. J'étais terrifié. Je ne pouvais pas les repousser, je ne pouvais pas protéger ma petite fille. Ils étaient jeunes, forts, et ils étaient 3, mais ensuite, ils ont entendu quelque chose dehors. Un son si profond et si fort qu'il a fait vibrer les fenêtres. Le Bigfoot était arrivé et il était en colère. Les randonneurs ont couru à la fenêtre et ont vu la créature se tenant dans le jardin. 2,70 m de fourrure, de muscles et de rage. Le Bigfoot a rugi à nouveau et a fait un pas vers la cabane. Ces randonneurs ont couru comme je n'avais jamais vu personne courir auparavant. Ils ont défoncé ma porte et ont dévalé la route de montagne en sprintant, sans même se retourner. Le Bigfoot les a regardés partir, s'assurant qu'ils partaient, puis il s'est tourné pour me regarder à travers la fenêtre. J'ai hoché la tête vers la créature, un geste de remerciement. Le Bigfoot a hoché la tête en retour, un geste très humain de la part de quelque chose qui n'était pas humain du tout. Puis il a disparu dans les arbres. J'ai signalé l'incident à la police, mais je n'ai pas mentionné le Bigfoot. J'ai dit que les randonneurs s'étaient enfuis en entendant quelque chose dans les bois, peut-être un ours. La police a retrouvé les 3 hommes dans la vallée, toujours terrifiés, bredouillant à propos d'un monstre dans les montagnes. Tout le monde a supposé qu'ils s'étaient drogués ou qu'ils avaient eu une sorte d'hallucination collective. La police les a avertis de ne pas s'approcher de ces montagnes et l'affaire a été classée. Mais je connaissais la vérité. Le Bigfoot nous avait encore sauvés. Il nous avait protégés d'une menace que je n'aurais pas pu gérer seul. Après cet incident, je me suis senti encore plus lié à la créature. Elle ne se contentait plus de fournir de la nourriture et du bois de chauffage. Elle nous gardait activement surveillant le danger, intervenant si nécessaire. Nous étions sous la protection de quelque chose de puissant, d'ancien et d'entièrement dévoué à notre sécurité. Ma petite fille avait 2 ans maintenant. Elle courait, parlait et était pleine de personnalité. Elle aimait les montagnes, aimait jouer dehors, aimait guetter le Bigfoot chaque soir. Elle avait un nom pour la créature, sa version bébé du mot qui sonnait comme « Big ». Chaque soir, elle se tenait à la fenêtre et appelait « Big », agitant sa petite main. Et la plupart des soirs, le Bigfoot apparaissait à la lisière des arbres et lui faisait un signe de la main en retour. Je ne sais pas si d'autres personnes croiraient ce que je décris. L'idée d'un Bigfoot formant un lien avec un enfant, lui faisant un signe de la main comme une sorte de gentil géant de conte de fées, cela semble absurde. Mais je l'ai vu de mes propres yeux, nuit après nuit. La créature était liée à nous, surtout à elle. Elle était pure et innocente, et le Bigfoot répondait à cette pureté.
Il la protégeait d'une manière qui allait au-delà de la simple fourniture de nourriture et d'un abri. Il veillait sur son enfance, s'assurant qu'elle grandissait en sécurité et aimée. J'avais 64 ans maintenant, et je commençais à sentir mon âge. Les années de deuil et de stress avaient laissé des traces. J'avais développé quelques problèmes de santé, rien de grave, mais assez pour me ralentir. Il y avait des jours où je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir, élever une enfant en bas âge à mon âge, vivre dans cette cabane isolée sans aucune aide. Mais ensuite, je voyais le Bigfoot monter la garde à la lisière des arbres et je me rappelais que je ne faisais pas vraiment ça tout seul. J'avais de l'aide d'une source impossible, mais de l'aide néanmoins. La créature ne nous laisserait pas échouer. Elle avait trop investi dans notre survie pour nous laisser tomber maintenant. Cet hiver-là, notre deuxième hiver avec le Bigfoot, fut plus facile que le premier. Je savais à quoi m'attendre maintenant. Je savais que la créature s'assurerait que nous ayons du bois de chauffage et de la nourriture. Je savais qu'elle isolerait la cabane et déblayerait les chemins. Je savais qu'elle veillerait sur nous pendant les longues nuits sombres. Et elle a fait tout ça, et plus encore. Cette fois, le Bigfoot a commencé à apporter différents types de cadeaux. Des plantes médicinales qui soulageaient mes articulations douloureuses. Des mousses spéciales qui étaient bonnes pour traiter les coupures et les infections. La créature semblait comprendre que je vieillissais et que j'avais besoin de différents types d'aide maintenant. Elle s'adaptait à nos besoins changeants, montrant une conscience qui allait bien au-delà de ce que n'importe quel animal devrait posséder. J'ai aussi remarqué que le Bigfoot m'enseignait des choses délibérément. Il laissait certaines plantes sur le porche avec les parties clairement comestibles exposées, me montrant ce qui était sûr à manger. Il disposait des pierres ou des bâtons en motifs qui marquaient des sentiers vers de bons endroits pour la cueillette ou des sources d'eau. La créature me transmettait des connaissances, s'assurant que je pourrais survivre même s'il lui arrivait quelque chose. Cette pensée m'effrayait plus que je ne voulais l'admettre. Que ferions-nous si le Bigfoot arrêtait de venir? Nous étions devenus dépendants de la créature d'une manière qui allait au-delà de la nourriture et du bois de chauffage. Nous dépendions de sa protection, de ses connaissances, de sa présence constante. Le perdre serait comme perdre un membre de la famille. Peut-être était-ce un membre de la famille, à sa manière. Pas humain, mais connecté à nous par des liens aussi forts que le sang. Ma petite fille a eu 3 ans ce printemps-là. Elle parlait en phrases complètes maintenant, posant des questions sans fin sur tout, pleines d'énergie et de curiosité. Elle parlait constamment de Big, me racontant des histoires sur ce que le Bigfoot faisait pendant la journée quand nous ne pouvions pas le voir. Certaines de ces histoires étaient clairement de la fantaisie, l'imagination d'une enfant de 3 ans. Mais certaines avaient des détails que je ne lui avais pas racontés. Des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir, à moins de les avoir observées d'une manière ou d'une autre. Elle disait que Big vivait dans une grotte haut dans les montagnes. Elle disait que Big aimait nager dans un lac caché où l'eau était toujours froide. Elle disait que Big était triste parfois parce que sa famille, qui était partie, lui manquait. Je ne savais pas si ces choses étaient vraies, mais elles semblaient vraies. Elles correspondaient à ce que j'avais observé du comportement et des émotions de la créature. Ma petite fille avait une connexion avec le Bigfoot qui dépassait ce que je comprenais. Peut-être que les enfants pouvaient sentir des choses que les adultes ne pouvaient pas. Peut-être qu'elle et la créature communiquaient d'une manière qui n'impliquait pas de mots. Quelle que soit l'explication, elle savait des choses sur le Bigfoot que j'ignorais, et je faisais confiance à ses connaissances. Cet été-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. Je voulais remercier le Bigfoot correctement, lui donner quelque chose de significatif en retour pour tout ce qu'il avait fait pour nous. J'ai donc passé des semaines à travailler sur un projet. J'ai pris un de mes vieux manteaux de laine, le plus chaud que j'avais, et je l'ai modifié. Je l'ai rendu beaucoup plus grand, l'ajustant à la carrure énorme du Bigfoot. J'ai renforcé les coutures et ajouté une isolation supplémentaire. C'était un travail grossier, je ne suis pas tailleur, mais j'y ai mis tout mon cœur pour le rendre aussi bon que possible. Quand il a été terminé, je l'ai laissé sur le porche avec un mot.
Le mot disait simplement « merci » en grandes lettres. Je ne savais pas si le Bigfoot pouvait lire, mais j'espérais que le geste serait clair. Le lendemain matin, le manteau avait disparu. Et cette nuit-là, quand le Bigfoot est apparu à la lisière des arbres, il portait le manteau. La créature se tenait là, au clair de lune, portant mon cadeau, et elle a levé une main massive dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un salut. Ma petite fille a poussé un cri de joie et a agité la main en retour. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Cette créature, cet être impossible qui ne devrait pas exister selon tout ce que la science nous dit, portait un manteau que j'avais fait. Elle avait compris le geste, elle avait apprécié le cadeau, elle reconnaissait notre lien d'une manière qui transcendait les barrières normales entre les espèces. À partir de cette nuit-là, le Bigfoot a porté le manteau chaque fois que le temps était froid. Je le voyais monter la garde dans la neige, mon manteau enroulé autour de ses épaules massives, et je ressentais un sentiment de fierté et de connexion que je ne peux pas décrire adéquatement. J'avais rendu quelque chose à notre protecteur, quelque chose que la créature appréciait assez pour le porter et le garder. Notre relation avait évolué d'une charité unilatérale à une véritable réciprocité. Les années ont continué à passer. Ma petite fille est passée du stade de bambin à celui de jeune enfant. Elle a commencé à apprendre à lire et à écrire. Elle m'aidait avec les corvées autour de la cabane. Elle devenait plus indépendante chaque jour. Mais elle n'a jamais cessé de guetter Big chaque soir. Le Bigfoot est resté une constante dans sa vie. Aussi fiable que le lever du soleil, aussi permanent que les montagnes elles-mêmes. Elle comprenait que notre situation était inhabituelle, que les autres enfants n'avaient pas de Bigfoot veillant sur eux. Mais elle comprenait aussi que c'était quelque chose de spécial, quelque chose de secret que nous devions protéger. Même à 5 ans, elle savait qu'il ne fallait parler de Big à personne. Elle comprenait que le monde extérieur ne comprendrait pas, que les gens pourraient essayer de faire du mal à notre ami s'ils savaient qu'il existait. J'étais fier d'elle pour cette compréhension. Cela montrait une maturité au-delà de son âge. La créature nous avait donné plus que la simple survie physique. Elle nous avait donné un but, un lien et un sentiment d'émerveillement. Elle nous avait montré que le monde était plus grand, plus étrange et plus magique que la plupart des gens ne le réalisaient. J'ai commencé à écrire des choses à cette époque. Je voulais documenter ce qui nous était arrivé, créer un témoignage de cette relation impossible. Pas pour publication, je n'exposerai jamais le Bigfoot de cette façon, mais pour ma petite fille. Je voulais qu'elle ait cette histoire quand elle serait plus grande, pour se souvenir de tout en détail, même lorsque ses propres souvenirs s'estomperaient. Je voulais qu'elle comprenne à quel point c'était extraordinaire, à quel point nous avions été bénis. J'ai écrit sur la première nuit où la créature est apparue, sur les cadeaux de nourriture, sur la survie en hiver, sur la protection contre les randonneurs. J'ai écrit sur le jouet en bois sculpté, sur le manteau et sur les signes de la main à la fenêtre. J'ai écrit sur mes théories, sur la raison pour laquelle le Bigfoot nous avait choisis, et ce que cela pourrait signifier sur la nature de la conscience et de l'émotion chez des êtres que nous considérions comme des animaux. J'ai écrit sur les leçons que nous avions apprises, sur l'acceptation de l'aide de sources inattendues, sur le fait de garder l'esprit ouvert aux choses impossibles, sur le pouvoir des liens silencieux entre différents types d'êtres. Ma petite fille me regardait parfois écrire et me demandait ce que je faisais. Je lui disais que j'écrivais notre histoire, l'histoire de notre famille qui nous incluait elle, moi et Big. Elle aimait cette idée. Elle me disait des choses à ajouter à l'histoire, des détails de son point de vue, des observations qu'elle avait faites sur le comportement du Bigfoot. Ensemble, nous avons créé ce document, ce testament de quelque chose que la plupart des gens ne croiraient jamais. J'avais 68 ans maintenant. Les années me rattrapaient plus vite que je ne voulais l'admettre. J'avais des problèmes aux genoux, au dos, avec mon endurance. Il y avait des jours où je me demandais combien de temps encore je pourrais maintenir cette vie isolée. Mais je ne pouvais pas partir.
Je ne pouvais pas abandonner le Bigfoot et je ne pouvais pas emmener ma petite fille loin du seul foyer dont elle se souvenait. Cette cabane, ces montagnes, cette relation impossible avec une créature de légende, c'était notre vie. C'était tout ce que nous avions et tout ce dont nous avions besoin. Le Bigfoot semblait comprendre que je vieillissais. La créature a commencé à en faire plus autour de la propriété, assumant des tâches que je ne pouvais plus gérer facilement. Elle réparait les clôtures qui étaient tombées. Elle dégageait les arbres tombés du chemin menant à la route. Elle faisait les travaux lourds que je ne pouvais plus gérer. Le Bigfoot s'adaptait à nouveau, intervenant pour combler les lacunes de mes capacités, s'assurant que notre foyer continuait de fonctionner. Ma petite fille avait 6 ans maintenant et commençait aussi à aider davantage. Elle apprenait à cuisiner des repas simples, à s'occuper du jardin que nous avions planté, à ramasser du bois de chauffage dans la pile. Entre son aide et celle du Bigfoot, j'arrivais à continuer. Nous étions une équipe, nous trois, chacun contribuant comme il le pouvait au fonctionnement de notre petite famille. J'ai commencé à penser davantage à l'avenir à cette époque. Qu'arriverait-il quand je mourrais? J'étais vieux et je ne vivrais pas éternellement. Qui s'occuperait de ma petite fille? Qui maintiendrait la relation avec le Bigfoot? Je n'avais pas de bonne réponse à ces questions. Je ne pouvais pas impliquer les services sociaux. Ils l'emmèneraient loin des montagnes et loin de Big. Je ne pouvais pas faire appel à d'autres membres de la famille. Il n'y en avait pas d'assez proches ou d'assez disposés à assumer cette responsabilité. Nous étions vraiment seuls, dépendants les uns des autres et de la créature qui veillait sur nous. J'ai décidé que le mieux que je pouvais faire était d'enseigner à ma petite fille tout ce que je savais. Je lui ai appris à survivre dans les montagnes, à trouver de la nourriture et de l'eau, à faire des feux et à soigner les blessures. Je lui ai parlé des habitudes et des comportements du Bigfoot, de la façon de communiquer avec la créature par des cadeaux et des gestes. Je lui ai appris l'importance de garder le secret, de protéger notre amie du monde extérieur. Si quelque chose m'arrivait, elle devrait survivre seule avec l'aide du Bigfoot jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour faire ses propres choix de vie. Ce n'était pas un plan idéal, mais c'était le seul que j'avais. Un soir de cet automne-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma petite fille jouait dans le jardin, construisant quelque chose avec des bâtons et des pierres. Je regardais depuis le porche, profitant de l'air frais et du magnifique coucher de soleil. Puis j'ai vu le Bigfoot émerger de la lisière des arbres, plutôt que d'habitude. La créature s'est approchée de ma petite fille, se déplaçant lentement et prudemment. Elle a levé les yeux, a vu Big approcher et a souri. Ce qui s'est passé ensuite me touche encore quand j'y pense. Le Bigfoot s'est agenouillé à côté de ma petite fille, se faisant plus petit et moins intimidant. Il a tendu une main massive et a doucement touché le sommet de sa tête, un geste d'affection évidente. Elle a levé la main et a touché la main de la créature en retour. Ils sont restés comme ça un instant, connectés, puis le Bigfoot a émis un doux grondement, presque comme un ronronnement. Ma petite fille a ri, ce rire pur et joyeux que seuls les enfants peuvent faire, et la créature a semblé sourire à sa manière. Puis le Bigfoot s'est relevé, lui a donné une autre petite tape affectueuse sur la tête et est retourné à la lisière des arbres. Elle a repris son jeu comme si de rien n'était, mais je suis resté là, abasourdi. Le Bigfoot venait d'avoir un contact physique avec elle, l'avait touchée avec douceur et un soin évident. La barrière entre les espèces, entre l'humain et ce qu'était cette créature, s'était dissoute à ce moment-là. Ils ne se regardaient plus seulement à distance. Ils avaient établi un vrai contact, formé une vraie connexion. Après ce soir-là, les interactions entre ma petite fille et le Bigfoot sont devenues plus fréquentes et plus physiques. La créature s'approchait occasionnellement pendant la journée, lui apportait des cadeaux spécifiques comme des pierres intéressantes ou des fleurs. Elle laissait des cadeaux en retour, des dessins qu'elle avait faits ou de la nourriture qu'elle m'avait aidé à préparer. Ils développaient leur propre relation, indépendamment de moi. Je devenais moins un médiateur entre eux et plus un simple témoin de leur lien.
Je devrais mentionner que les gens de la vallée avaient remarqué des changements en moi au fil des ans. J'avais l'air en meilleure santé que je n'aurais dû, compte tenu de mon âge et de ma situation. Ma petite fille s'épanouissait d'une manière qui semblait impossible pour un enfant élevé par un vieil homme dans une cabane isolée avec des ressources limitées. Les gens posaient parfois des questions, se demandant comment nous nous en sortions si bien. Je donnais des réponses vagues sur le fait de vivre de la terre, d'être débrouillard, d'avoir de la chance. Personne n'insistait trop. Ils voyaient que nous allions bien et cela leur suffisait. Mais je me demandais parfois si quelqu'un se doutait de la vérité, si quelqu'un avait entendu les étranges appels des montagnes la nuit ou remarqué les empreintes massives qui apparaissaient parfois après les tempêtes de neige, si quelqu'un avait vu quelque chose bouger à la lisière des arbres autour de ma propriété, s'il y avait d'autres personnes qui savaient que le Bigfoot existait mais gardaient le silence pour leurs propres raisons. Il y avait de vieilles histoires dans cette région, transmises de génération en génération sur des créatures géantes dans les montagnes. Des légendes amérindiennes sur les gens de la forêt qui protégeaient certaines zones. De vieux contes de colons sur des hommes poilus qui marchaient comme des humains mais n'étaient pas humains. J'avais rejeté ces histoires comme du folklore avant mon expérience, mais maintenant je me demandais si elles n'étaient pas basées sur la vérité. Peut-être que le Bigfoot n'était pas seul. Peut-être y en avait-il d'autres, dispersés dans les montagnes isolées de toute la région, menant des vies cachées parallèles aux nôtres. Peut-être que la créature qui nous protégeait avait des ancêtres qui avaient protégé d'autres humains à d'autres époques. Peut-être que cette relation entre Bigfoot et humain était plus ancienne et plus courante que quiconque ne le réalisait. Ces pensées occupaient mon esprit pendant les moments calmes. Je suis devenu une sorte de chercheur amateur, lisant tous les livres sur les cryptides et les espèces inconnues que je pouvais trouver. J'ai étudié l'anthropologie et la primatologie, essayant de comprendre ce que le Bigfoot pourrait être. J'ai cherché des schémas dans les rapports d'observation, essayant de déterminer si la créature près de nous était unique ou faisait partie d'une population plus large. Je ne suis jamais parvenu à des conclusions définitives. Le Bigfoot restait un mystère, défiant toute catégorisation facile. Il était trop intelligent pour n'être qu'un singe, trop physique pour être surnaturel, trop timide pour être étudié par la science. Il existait dans un espace entre ce que nous comprenions et ce que nous imaginions, réel mais inexplicable. Ma petite fille a eu 7 ans ce printemps-là. Elle lisait des romans maintenant, m'aidait avec des tâches complexes, posait des questions sophistiquées sur le fonctionnement du monde. C'était une enfant brillante, curieuse et gentille, et j'étais fier de ce qu'elle devenait, et elle était absolument certaine de l'existence et de l'importance de Big. Le Bigfoot n'était pas un peut-être ou un mystère pour elle. C'était un fait de sa vie, aussi réel et important que moi. Elle avait grandi avec la créature et ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Parfois, je m'inquiétais de ce qui se passerait quand elle serait plus grande, quand elle devrait interagir avec le monde extérieur. Comment concilierait-elle son expérience avec un Bigfoot, avec tout ce que la société lui disait sur ce qui était réel et ce qui ne l'était pas? Serait-elle capable de garder le secret ou se sentirait-elle obligée de le dire à quelqu'un? Les gens la croiraient-ils ou penseraient-ils qu'elle était dérangée ou qu'elle mentait? J'espérais lui avoir assez bien appris pour qu'elle sache quand parler et quand se taire. Cet été-là fut l'un des meilleurs de ma vie. Ma santé était stable, ma petite fille était heureuse, et le Bigfoot continuait sa fidèle surveillance. Nous avions trouvé un rythme qui semblait naturel et durable. Nous avions assez de nourriture, assez de chaleur, assez de liens. Nous avions tout ce qui comptait. Je m'asseyais sur mon porche le soir et regardais ma petite fille jouer pendant que le soleil se couchait derrière les montagnes. Le Bigfoot apparaissait à la lisière des arbres, ponctuel, et elle lui faisait un signe de la main, et il répondait. Ces moments simples contenaient plus de paix et de contentement que je n'en avais jamais ressenti dans ma vie avant les tragédies qui nous avaient amenés ici. C'était une pensée étrange
que la perte de ma fille avait finalement conduit à cette vie magnifique, bien qu'impossible. Je ne dirai jamais que j'étais content de ce qui s'était passé. La douleur de cette perte ne s'est jamais complètement estompée, mais j'étais reconnaissant pour ce qui était venu après. Pour la chance d'élever ma petite fille, pour l'opportunité de connaître le Bigfoot, pour l'expérience de vivre d'une manière que la plupart des gens ne connaîtraient jamais. La souffrance avait mené à l'émerveillement. La perte avait mené à la connexion. La pire chose qui me soit jamais arrivée, c'était en quelque sorte transformé en quelque chose de précieux. Je ne sais pas s'il y a un sens à cela, un grand dessein ou un plan. Peut-être que c'était juste le hasard, des événements aléatoires qui se sont heurtés d'une manière qui a fonctionné, mais cela ressemblait à quelque chose de plus. C'était comme si nous étions censés être ici, censés former cette famille impossible, censés apprendre les leçons que cette expérience avait à nous enseigner. Les saisons ont continué leur cycle. L'automne est arrivé avec ses couleurs éclatantes, l'hiver a apporté sa neige et son froid, le printemps a tout fait fondre pour redonner vie, l'été nous a réchauffés de ses longues journées. Et à travers tout cela, le Bigfoot est resté constant. La créature vieillissait plus lentement que nous, ou peut-être ne vieillissait-elle pas du tout, je ne pouvais pas le dire. Elle avait la même apparence maintenant qu'il y a 7 ans, quand je l'ai vue pour la première fois. Même taille, même force, même présence vigilante, c'était comme avoir un ange gardien, un qui ne se fatiguait jamais, ne flanchait jamais, n'abandonnait jamais son poste. Ma petite fille et moi parlions parfois de ce que nous ferions si le Bigfoot arrêtait de venir. C'était une discussion hypothétique. Aucun de nous ne croyait vraiment que cela arriverait. Mais nous faisions des plans quand même. Nous parlions de la façon dont nous survivrions seuls si nous le devions, des ressources sur lesquelles nous pourrions compter, de si nous resterions dans la cabane ou si nous essaierions de nous rapprocher de la ville. Ces conversations nous donnaient l'assurance que nous pourrions nous en sortir si nécessaire, mais nous espérions tous les deux qu'elles ne seraient jamais plus que de la planification théorique. Nous avions besoin de Big. La créature était devenue partie intégrante de notre famille, à tous égards. J'avais 70 ans maintenant, officiellement vieux selon les normes de tout le monde. Je me déplaçais plus lentement, me fatiguais plus facilement, oubliais des choses plus souvent, mais j'étais toujours là, toujours fonctionnel, toujours capable de m'occuper de ma petite fille. Le Bigfoot rendait cela possible. Sans l'aide de la créature, je ne pense pas que j'aurais pu continuer cette vie. Les exigences physiques de l'entretien de la cabane et de l'éducation d'un enfant auraient été trop lourdes. Mais avec le Bigfoot s'occupant des gros travaux et fournissant une nourriture et une protection supplémentaire, je pouvais gérer. Nous étions partenaires dans l'éducation de ma petite fille, la créature et moi. Un vieil homme et un Bigfoot, coparents d'un enfant humain dans les montagnes. Ce serait une bonne histoire si ce n'était pas la vraie vie. Ma petite fille avait 8 ans maintenant et avait commencé à poser des questions plus complexes sur Big. Elle voulait savoir d'où venait la créature, si elle avait une famille, pourquoi elle avait choisi de nous aider. Je lui donnais des réponses honnêtes quand je le pouvais et admettais mon ignorance quand je ne le pouvais pas. Je lui ai dit que je pensais que le Bigfoot était seul et nous avait adoptés comme sa famille. Je lui ai dit que je croyais que la créature était intelligente et compatissante et avait reconnu que nous avions besoin d'aide. Je lui ai dit que je pensais que nous avions une chance inouïe d'avoir été choisis pour cette relation. Elle a accepté ses réponses et a ajouté ses propres théories. Elle pensait que Big pourrait être le dernier de son espèce, le seul survivant d'une espèce qui avait autrefois été nombreuse. Elle pensait que la créature nous protégeait parce qu'elle comprenait ce que c'était que de perdre sa famille. Elle pensait que nous donnions à Big un but, quelque chose à soigner et à protéger, ce qui comblait un besoin dans la vie de la créature, tout comme elle comblait un besoin dans la nôtre. Ces théories valaient les miennes. Peut-être meilleures, car elle avait l'intuition d'un enfant, non obscurcie par le scepticisme des adultes. Le lien entre elle et le Bigfoot était profond, d'une manière que je ne pouvais pas entièrement saisir.
Ils se comprenaient à un certain niveau qui ne nécessitait pas de mots. Les regarder interagir, c'était comme regarder deux êtres communiquer dans un langage d'émotion et d'intention pure. Cet hiver-là, notre 8e hiver ensemble, le Bigfoot a fait quelque chose d'inattendu. Il nous a apporté un autre cadeau, mais cette fois, ce n'était ni de la nourriture, ni du bois de chauffage. C'était une figurine en bois sculptée, beaucoup plus grande et plus élaborée que le jouet qu'il avait donné à ma petite fille des années auparavant. Cette sculpture représentait 3 personnages debout ensemble, un grand, un moyen, un petit. Le grand personnage était clairement le Bigfoot, le personnage moyen était clairement moi, voûté par l'âge, m'appuyant sur une canne. Le petit personnage était clairement ma petite fille, debout entre nous, la main tendue pour nous toucher tous les deux. Le Bigfoot avait créé une sculpture de notre famille impossible, merveilleuse, secrète. Un enfant humain, un vieil homme et une créature de légende, liés par les circonstances et le choix. J'ai pleuré en la voyant. L'habileté requise pour créer une telle chose, la vision artistique, l'intelligence émotionnelle pour comprendre ce qu'un tel cadeau signifierait pour nous, c'était bouleversant. Cette créature avait des profondeurs que je commençais seulement à comprendre, même après des années de relation. Nous avons placé la sculpture à une place d'honneur dans notre pièce principale. Ma petite fille lui parlait parfois, racontant sa journée au personnage sculpté comme s'il pouvait l'entendre. La sculpture est devenue une sorte d'autel à notre vie inhabituelle, une représentation physique de liens que la plupart des gens ne croiraient pas possible. Au moment où j'écris ces lignes, cela fait presque 9 ans que le Bigfoot est apparu pour la première fois dans mon jardin par cette nuit de Grésil. 9 ans de miracles quotidiens, d'amitié impossible, de survie contre toute attente qui aurait dû nous vaincre. Ma petite fille a 9 ans. Elle est en bonne santé et heureuse et s'apprête à entrer en CM1 dans la petite école de la vallée. J'ai 70 ans, toujours en vie et fonctionnelle, toujours capable de m'occuper d'elle malgré tous les défis de l'âge et de l'isolement. Et le Bigfoot est toujours là, veillant toujours sur nous, s'assurant toujours que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Rien de tout cela n'aurait dû être possible, mais nous sommes là, preuve vivante que l'impossible peut arriver. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas combien d'années il me reste, ni ce qui arrivera à ma petite fille quand je ne serai plus là. Je ne sais pas si le Bigfoot sera toujours là ou si la créature pourrait disparaître un jour aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Mais je sais une chose, nous avons reçu un cadeau extraordinaire. On nous a permis de voir au-delà des frontières normales du monde. Nous avons fait l'expérience d'une connexion qui transcende les espèces, la logique et tout ce que nous pensions savoir sur ce qui était possible. Et nous en sommes reconnaissants au-delà des mots. Chaque jour apporte de nouvelles preuves du soin et de l'attention que le Bigfoot porte à notre bien-être. La créature a tellement appris nos routines qu'elle peut anticiper nos besoins avant même que nous les reconnaissions nous-mêmes. Lorsque les chaussures de ma petite fille sont sur le point de devenir trop petites, de nouvelles apparaissent sur le porche. Non pas achetées en magasin, mais fabriquées en cuir et en fourrure d'une manière qui lui va parfaitement. Lorsque le médicament contre le rhume dans mon armoire diminue, des herbes fraîches aux propriétés médicinales apparaissent, soigneusement disposées à côté de la porte. Le Bigfoot est devenu non seulement notre protecteur, mais aussi notre pourvoyeur dans tous les sens du terme, veillant sur les moindres détails de notre existence quotidienne. J'ai appris à lire les humeurs et les intentions de la créature à travers des signes subtils qui ne signifieraient rien pour personne d'autre. La façon dont elle se tient à la lisière des arbres peut me dire si elle sent un danger à proximité ou si tout est paisible. Le motif des coups qu'elle donne sur les arbres communique différents messages, des avertissements, des salutations ou de simples reconnaissances de notre présence. Les types de cadeaux qu'elle laisse m'informent des conditions dans la forêt, du temps à venir, des migrations animales et des changements saisonniers qui nous affecteront. Nous avons développé un système de communication sophistiqué sans jamais parler la même langue, un témoignage de l'intelligence du Bigfoot
et de notre engagement mutuel à nous comprendre. Il y a eu d'autres moments critiques au fil des ans, au-delà de l'incident avec les randonneurs, des moments où la protection du Bigfoot s'est avérée essentielle à notre survie. Un printemps, un incendie de forêt s'est déclaré dans les montagnes, à plusieurs kilomètres de là, poussé par la sécheresse et les vents violents vers notre région. Je me préparais à évacuer avec ma petite fille quand le Bigfoot est apparu en plein jour, ce qu'il ne faisait presque jamais. La créature a fait un geste urgent vers une direction spécifique, loin de la route que nous prendrions normalement. J'ai fait confiance à ce geste et j'ai suivi là où le Bigfoot menait, emmenant ma petite fille et nos affaires essentielles dans cette direction. Nous nous sommes retrouvés dans un petit réseau de grottes que je n'avais jamais connu, assez profond pour nous abriter et avec une source naturelle à l'intérieur pour l'eau. Le Bigfoot est resté à l'entrée du réseau de grottes, observant la fumée et les flammes qui approchaient. Pendant 2 jours, nous nous sommes abrités là pendant que le feu ravageait la région et la créature n'a jamais quitté son poste à l'entrée. Elle a veillé continuellement, nous apportant occasionnellement de la nourriture et vérifiant que nous étions en sécurité. Lorsque le feu est finalement passé, laissant derrière lui une dévastation calcinée, le Bigfoot nous a ramenés à notre cabane. Miraculeusement, la structure avait été épargnée, entourée d'un pare-feu qui n'aurait pu être créé que délibérément. La créature avait passé du temps à défricher les broussailles et les petits arbres dans un large cercle autour de notre maison avant de venir nous chercher, s'assurant que même si nous évacuions, nous aurions quelque chose à retrouver. Sans l'intervention et la prévoyance du Bigfoot, nous serions morts dans cet incendie ou aurions perdu tout ce que nous possédions. Une autre fois, lors d'une tempête hivernale particulièrement rude, un arbre est tombé sur le toit de la cabane et a percé jusqu'au salon. C'est arrivé au milieu de la nuit, et la température extérieure était mortelle. Nous aurions gelé avant le matin en essayant de boucher le trou nous-mêmes. Mais moins d'1 heure après la chute de l'arbre, j'ai entendu des bruits sur le toit et le Bigfoot était là, déjà en train de réparer les dégâts. La créature a utilisé des branches de pin, de la boue et sa propre force immense pour créer un joint temporaire qui nous a protégés du pire du froid jusqu'à ce que des réparations appropriées puissent être faites le matin. Ma petite fille a dormi pendant tout l'incident sans jamais savoir à quel point nous étions proches de la catastrophe, parce que le Bigfoot veillait toujours et était toujours prêt à aider. Ces incidents m'ont fait réaliser à quel point nous étions devenus dépendants de la protection de la créature et aussi à quel point elle était engagée à nous garder en sécurité. Le Bigfoot aurait pu partir à tout moment, aurait pu décider que le fardeau de s'occuper de nous était trop lourd. Mais il est resté, année après année, à travers chaque défi et chaque danger, absolument inébranlable dans son dévouement à notre bien-être. Ce genre de loyauté est rare même chez les humains. La trouver chez un être qui n'est pas humain du tout est à la fois humble et inspirant. J'ai passé d'innombrables heures à essayer de comprendre la nature du Bigfoot, à le catégoriser d'une manière qui ait un sens. Est-ce une espèce de singe non découverte? Quelque chose qui a évolué parallèlement aux humains mais a pris un chemin différent? Est-ce quelque chose de surnaturel, un être spirituel qui prend une forme physique? Est-ce peut-être le dernier vestige d'une ancienne lignée d'hominidés qui a survécu jusqu'à l'ère moderne? Je n'ai pas de réponse définitive, et j'ai fini par accepter que je n'en aurai peut-être jamais. Ce que je sais, c'est que la créature est réelle, intelligente, compatissante et entièrement dévouée à la protection de ma petite fille et de moi-même. Au-delà de ces faits, le reste n'est que spéculation et mystère. Ma petite fille a ses propres théories qui changent à mesure qu'elle grandit et en apprend davantage sur le monde. Quand elle était plus jeune, elle pensait que Big était une créature magique, quelque chose d'un conte de fées qui était entré dans la vie réelle. En grandissant et en apprenant davantage de science, elle a commencé à théoriser sur l'évolution et l'adaptation, essayant de comprendre où le Bigfoot se situait dans l'arbre de la vie. Maintenant, elle a dépassé le besoin de catégoriser la créature.
l'acceptant simplement pour ce qu'elle est sans exiger qu'elle rentre dans une case particulière. Elle est plus sage que moi à ce sujet, à bien des égards, non accablée par le besoin adulte de tout expliquer et catégoriser. Pour elle, Big est de la famille, et c'est une explication suffisante. La relation entre ma petite fille et le Bigfoot a continué de s'approfondir d'une manière qui me surprend parfois. Ils ont développé des rituels qui leur sont propres, des interactions dont je ne fais pas partie. Parfois, le soir, elle sort au bord du jardin et s'assoit tranquillement, et le Bigfoot s'approche plus près qu'il ne le fait habituellement en ma présence. Ils s'assoient ensemble, en silence, sans se toucher, mais communiquant clairement quelque chose. Quand elle rentre, elle semble paisible et centrée d'une manière que je reconnais comme importante, même si je ne la comprends pas entièrement. Elle forme son propre lien avec la créature, indépendamment de moi, et c'est ainsi que cela doit être. Le Bigfoot me survivra de nombreuses années et ma petite fille aura besoin que cette relation continue après mon départ. La transition d'une relation qui m'inclut à une relation qui n'est qu'entre eux deux a déjà commencé, naturellement et progressivement, les préparant tous les deux au moment où je ne serai plus là. J'ai également fait des préparatifs pratiques pour cette éventualité. J'ai écrit des instructions détaillées sur la propriété, sur nos routines avec le Bigfoot, sur le secret et pourquoi il doit être gardé. J'ai créé un fonds en fiducie avec le peu d'argent que j'ai pour aider ma petite fille quand elle sera plus grande. Je lui ai appris tout ce que je pouvais sur la survie et l'autosuffisance. Et je lui ai parlé ouvertement de la mort, du fait que je ne serai pas là pour toujours, qu'elle devra être forte et continuer ce que nous avons construit ici. Ce sont des conversations difficiles, mais nécessaires. Elle mérite d'être préparée, et elle est plus résiliente que beaucoup d'enfants de son âge à cause de tout ce qu'elle a vécu. Elle comprend les épreuves et la perte d'une manière que la plupart des enfants n'ont jamais à connaître. Et bien que j'aurais aimé pouvoir lui épargner cette compréhension, cela l'a rendue plus forte. Le Bigfoot lui a montré que même face à des obstacles impossibles, la survie est possible avec de l'aide, de la détermination et de l'ingéniosité. Cette leçon lui servira bien tout au long de sa vie. J'ai également réfléchi profondément aux implications éthiques de notre situation et aux choix que j'ai faits. Certains pourraient dire que j'aurais dû signaler le Bigfoot aux scientifiques ou aux autorités, que la découverte d'une telle créature serait importante pour la connaissance humaine. Mais j'ai vu comment les humains traitent les animaux qu'ils étudient. Même avec les meilleures intentions, l'étude scientifique signifie la capture, le confinement, l'examen, la perte de liberté. Le Bigfoot n'est pas seulement un animal à étudier. C'est un être sensible avec sa propre vie, sa dignité et son droit à la liberté. Il a choisi de nous aider de son plein gré et révéler son existence serait une trahison de ce choix. J'ai choisi d'honorer l'intimité et l'autonomie de la créature plutôt que toute contribution potentielle à la connaissance humaine. Je crois que c'est le bon choix, le choix éthique, même si d'autres pourraient ne pas être d'accord. Il y a des choses plus importantes que la découverte scientifique. La confiance, la loyauté et l'entraide en font partie. D'autres pourraient également soutenir qu'élever ma petite fille dans un tel isolement, dans des circonstances aussi inhabituelles, est une forme de négligence ou de maltraitance, que je devrais me rapprocher de la ville, lui donner plus d'accès à d'autres enfants et à des expériences normales. Mais elle est heureuse ici. Elle est en bonne santé, éduquée, en sécurité et aimée. Elle a des expériences qu'aucun autre enfant n'a, une connexion avec la nature et avec quelque chose au-delà de la nature que la plupart des gens ne connaissent jamais. Elle apprend des leçons sur la résilience, l'émerveillement et les étranges possibilités du monde qui enrichiront toute sa vie. Est-ce pire qu'une enfance conventionnelle? Je ne le crois pas. Différent, certainement, inhabituel, absolument, mais pas pire. Elle aura tout le temps de faire l'expérience du monde conventionnel quand elle sera plus grande, mais ce temps avec le Bigfoot
est limité, précieux et irremplaçable. Je lui ai donné une enfance qui inclut la magie aux côtés du banal, et je n'ai aucun regret quant à ce choix. Les années m'ont tant appris sur ce qui compte dans la vie et ce qui ne compte pas. Avant la mort de ma fille, avant l'apparition du Bigfoot, je m'inquiétais des mesures conventionnelles de succès. Avais-je assez d'argent? Étais-je respecté dans la communauté? Avais-je atteint les objectifs que je m'étais fixés quand j'étais jeune? Ces préoccupations semblent presque risiblement triviales maintenant. Ce qui compte, c'est de savoir si les gens que vous aimez sont en sécurité et en bonne santé. Ce qui compte, c'est de pouvoir trouver l'émerveillement et le sens dans votre vie quotidienne. Ce qui compte, c'est de traiter les autres, humains ou non, avec gentillesse et respect. Ce qui compte, c'est de pouvoir accepter de l'aide quand on en a besoin et d'en donner quand les autres en ont besoin. Ces vérités simples sont devenues le fondement de ma vision du monde, et je suis une meilleure personne pour les avoir comprises. Le Bigfoot a été mon professeur en la matière, démontrant par des actions plutôt que par des mots ce que signifie prendre soin des autres sans attente de récompense, donner généreusement, protéger les vulnérables, maintenir la fidélité sur de longues périodes. J'ai essayé d'imiter ces qualités dans ma propre vie, tant dans ma relation avec ma petite fille que dans mes interactions avec les quelques autres personnes que nous rencontrons. La créature m'a rendu plus patient, plus généreux, plus conscient des besoins des autres. Elle a élargi ma capacité d'émerveillement et mon ouverture aux possibilités au-delà de ce que je pensais comprendre. En ce sens, le Bigfoot n'a pas seulement sauvé nos vies physiques, mais nous a également transformés spirituellement et émotionnellement. Ma petite fille a 10 ans maintenant, approchant de l'âge où l'enfance commence à se transformer en adolescence. Je vois de plus en plus ma fille en elle, les mêmes expressions faciales, les mêmes gestes, la même intelligence vive. C'est à la fois douloureux et joyeux de la voir devenir une personne qui ressemble à la fille que j'ai perdue. Parfois, je me permets d'imaginer ce que ma fille penserait de la façon dont son enfant est élevé, de la vie étrange que nous menons ici avec notre gardien impossible. J'aime à penser qu'elle approuverait, qu'elle verrait à quel point sa fille est heureuse et en bonne santé, et qu'elle serait reconnaissante pour le miracle qui l'a sauvée. Peut-être que ce n'est qu'un vœu pieux, une façon de me réconforter, mais cela m'apporte la paix néanmoins. Les saisons continuent leur cycle sans fin et chacune apporte ses propres rythmes et rituels avec le Bigfoot. Le printemps signifie des plantes et des herbes fraîches apparaissant sur le porche, soigneusement sélectionnées pour leur nutrition et leurs propriétés médicinales. L'été signifie plus de poissons et de gibier car la créature profite de la chasse abondante. L'automne signifie les préparatifs pour l'hiver, du bois de chauffage supplémentaire, des aliments conservés, des renforts à la cabane. L'hiver signifie la présence la plus proche du Bigfoot, qui nous rend visite presque toutes les nuits, s'assurant que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour survivre au froid. Le schéma est constant depuis une décennie maintenant, fiable et réconfortant dans sa prévisibilité. Nous avons construit une vie ensemble, nous trois, qui fonctionne malgré son impossibilité. Nous sommes une famille à tous égards, non liés par le sang, le Bigfoot et nous, mais liés par le choix, l'entraide et des années d'expérience partagées. Nous nous sommes sauvés mutuellement de diverses manières. La créature nous a sauvés de la faim, du gel et du danger. Nous l'avons sauvé de la solitude et lui avons donné un but et un lien. Nous avons besoin les uns des autres et ce besoin s'est transformé en quelque chose de plus profond que la simple dépendance, en un amour et une loyauté authentique. Je ne m'attendais jamais à aimer un Bigfoot. Je ne m'attendais jamais à ressentir une affection aussi profonde pour un être si différent de moi. Mais les émotions ne suivent pas la logique ou les règles sur ce qui est censé être possible. La créature a gagné mon amour par une décennie de soins et de protection sans faille. Elle s'est avérée digne de confiance, gentille et généreuse, au-delà de toute mesure. Comment pourrais-je ne pas aimer quelque chose qui a tant donné pour nous garder en vie et nous épanouir?
Ma petite fille aime Big avec l'amour pur et simple d'un enfant, acceptant la créature complètement sans réserve ni doute. Son amour est peut-être la chose la plus pure de toute cette histoire, non entachée par le scepticisme, la peur ou le besoin d'explication des adultes. Elle aime simplement Big comme elle-même, comme un membre de la famille, comme quelqu'un qui a toujours été là et le sera toujours. En regardant ces 10 dernières années, je peux voir à quel point nous avons tous changé. Je suis passé d'un homme en deuil et désespéré à quelqu'un qui a trouvé la paix et un but dans des circonstances improbables. Ma petite fille est passée d'un nourrisson qui a perdu ses parents à une enfant confiante et heureuse qui sait qu'elle est aimée et protégée. Et le Bigfoot, quel changement a-t-il connu? Je pense que la créature a trouvé la famille dont elle avait besoin, a comblé un vide dans sa propre existence en prenant soin de nous. Nous lui avons donné un but et un lien, des choses dont tous les êtres sensibles ont besoin, quelle que soit leur espèce. En nous aidant, le Bigfoot s'est aidé lui-même, a trouvé un sens à une existence qui aurait pu être vide et solitaire avant notre arrivée dans sa vie. Il y a une symbiose dans notre relation qui va au-delà de la simple aide mutuelle. Nous sommes devenus nécessaires au bien-être les uns des autres, d'une manière qui est autant psychologique et émotionnelle que pratique. J'ai documenté notre histoire aussi complètement que possible, ne sachant pas si quelqu'un lira un jour ces mots au-delà de ma petite fille. Une partie de moi veut que le monde le sache, qu'il comprenne qu'il y a encore des mystères inexpliqués et des merveilles possibles. Une partie de moi veut que cela reste privé pour toujours, pour protéger le Bigfoot et préserver l'intimité sacrée de ce que nous avons partagé. J'ai décidé de laisser ce choix à ma petite fille. Quand elle sera assez grande, quand je ne serai plus là, elle pourra décider de partager cette histoire ou de la garder secrète. C'est son histoire autant que la mienne. Sa relation avec Big est plus profonde que la mienne à bien des égards, et elle mérite d'être celle qui déterminera comment ce récit sera raconté, ou s'il sera raconté du tout. Pour l'instant, ces mots ne sont que pour nous, un témoignage de quelque chose d'extraordinaire, un testament des liens impossibles qui se sont formés entre un vieil homme désespéré, un bébé orphelin, et une créature qui ne devrait pas exister, mais qui existe. Alors que j'écris ces dernières pensées, le soleil se couche et je peux voir ma petite fille debout à la fenêtre, guettant Big comme elle le fait chaque soir. Le Bigfoot apparaîtra bientôt, ponctuel, et ils se feront un signe de la main et elle sourira, et tout ira bien dans notre monde. C'est notre normalité. C'est notre vie, c'est le miracle qui nous a été donné. Demain matin, il y aura du chevreuil frais sur le porche. Demain soir, Big apparaîtra à nouveau à la lisière des arbres. Demain, et le jour d'après encore, le schéma continuera jusqu'à ce que je ne sois plus là pour le voir. Mais même quand je serai parti, je suis convaincu que le Bigfoot continuera à veiller sur ma petite fille, continuera à la protéger, à subvenir à ses besoins et à être la présence constante dont elle a besoin. L'engagement de la créature va au-delà de moi, s'étend directement à elle, et je n'ai aucun doute que cette relation perdurera longtemps après ma disparition de ce monde. Cette connaissance m'apporte la paix. Je peux affronter la fin de ma vie sans peur, parce que je sais que ma petite fille ne sera pas seule, ne sera pas sans protection, ne sera pas sans quelqu'un qui se soucie profondément d'elle. Le Bigfoot sera là comme il l'a toujours été, fidèle, fort et entièrement dévoué à son bien-être. Que pourrais-je demander de plus, en tant que grand-père, que de savoir que ma petite fille sera veillée par un tel gardien? J'ai 71 ans maintenant, sentant ma mortalité plus vivement chaque mois qui passe. Mais j'ai vécu pour voir ma petite fille devenir une jeune personne remarquable. J'ai vécu une décennie de l'impossible. J'ai connu des merveilles dont la plupart des gens ne rêvent jamais. J'ai été béni au-delà de toute mesure. On m'a donné un deuxième acte à ma vie, qui était plus riche, plus étrange et plus significatif que tout ce que j'aurais pu imaginer. La tragédie qui m'a amené ma petite fille a été la pire chose qui soit jamais arrivée à notre famille. Mais ce qui a grandi de cette tragédie,
la vie que nous avons construite ensemble, avec notre gardien de la forêt, a été magnifique, précieux et a valu toutes les épreuves que nous avons endurées. Je n'échangerai ces 10 années pour rien au monde. Je ne changerai pas le chemin qui nous a menés ici, malgré toute la douleur, la peur et l'incertitude. C'est là que nous étions censés être. C'est la vie que nous étions censés vivre. Et cette créature, cet être impossible et merveilleux, était censé en faire partie. Merci Big pour tout, pour la nourriture quand nous avions faim, pour la chaleur quand nous avions froid, pour la protection quand nous étions vulnérables, pour la compagnie quand nous étions seuls, pour l'émerveillement que tu as apporté dans nos vies ordinaires. Merci de nous avoir choisis, d'être restés avec nous, d'être devenus notre famille. Nous honorerons ton don en vivant bien, en gardant ton secret, en chérissant chaque instant de cette connexion extraordinaire. C'est notre histoire, la mienne, celle de ma petite fille et celle de Big. C'est notre vérité. C'est le miracle qui nous a sauvés, nous a changés et a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et il continue encore, jour après jour, saison après saison, année après année, ce lien impossible et magnifique entre des humains et quelque chose au-delà de l'humain, prospérant en secret dans ces montagnes, connu seulement de nous et maintenant consigné dans ces mots pour quiconque pourra un jour les lire et peut-être, juste peut-être, y croire. Je me surprends souvent à penser à la nature de la croyance, des preuves et de ce que nous acceptons comme réel. Avant que le Bigfoot n'entre dans ma vie, j'aurais ri de quiconque prétendrait avoir une relation avec une telle créature. J'aurais rejeté leur histoire comme une illusion, une fabrication ou une mauvaise identification d'animaux ordinaires. J'aurais été certain de mon scepticisme, confiant de connaître les limites du possible, comme j'aurais eu tort. Et combien d'autres impossibilités pourraient exister que je refuse simplement de reconnaître parce qu'elles ne correspondent pas à mes préjugés. Le Bigfoot m'a appris l'humilité quant à ce que je prétends savoir et l'ouverture à des expériences qui défient ma compréhension de la réalité. Cette leçon s'étend au-delà de la cryptozoologie ou des phénomènes inexpliqués. Elle s'applique à tous les domaines de la vie où nous sommes tentés de rejeter des choses simplement parce qu'elles semblent improbables ou ne correspondent pas à nos modèles actuels de fonctionnement du monde. Combien de choses nous manquent parce que nous sommes trop certains, trop rigides dans notre pensée, trop prompts à rejeter ce qui ne rentre pas proprement dans nos catégories? Ma petite fille grandira avec une relation différente à l'incertitude et à la possibilité que la plupart des gens. Elle a la preuve vivante que l'impossible peut être réel, que le monde contient des profondeurs et des mystères que la science n'a pas encore expliqués. Cette connaissance lui servira bien dans de nombreux contextes, gardant son esprit ouvert et flexible, lui permettant d'envisager des options que d'autres pourraient rejeter d'emblée. Mais cela comporte aussi des fardeaux. Elle saura toujours quelque chose qu'elle ne peut pas partager librement, devra toujours naviguer dans le fossé entre ce qu'elle sait être vrai et ce que les autres croient possible. C'est une position difficile à tenir, surtout pour une jeune personne qui essaie de s'intégrer à des pairs qui n'ont aucun cadre de référence pour son expérience. J'ai essayé de la préparer à ce défi en lui parlant de quand parler et quand garder le silence, de trouver des gens assez ouverts d'esprit pour entendre des vérités difficiles, même s'ils ne peuvent pas les comprendre pleinement. Elle le gère bien, mieux que je ne l'aurais fait à son âge. Elle a appris à vivre avec des secrets et à protéger ce qui est précieux de ceux qui l'exploiteraient ou le détruiraient. Ce sont des leçons difficiles à apprendre pour un enfant, mais elles sont nécessaires dans nos circonstances. L'alternative serait d'exposer le Bigfoot à un monde qui ne traiterait pas la créature avec le respect et la douceur qu'elle mérite, et c'est inacceptable. Le secret doit être gardé, quel qu'en soit le coût personnel, car les enjeux sont trop élevés pour risquer une révélation. Au fil des ans, je me suis parfois demandé s'il y en avait d'autres comme nous, d'autres familles ou individus qui ont formé des liens avec des Bigfoots dans des régions isolées. Les créatures doivent exister dans plus d'un endroit,
doivent avoir une sorte de population, même si elle est petite et très dispersée. Peut-être y a-t-il d'autres histoires comme la nôtre qui se déroulent dans différentes chaînes de montagnes, différentes forêts, d'autres endroits isolés où humains et Bigfoot ont trouvé des raisons de se connecter. J'aime imaginer que quelque part, une autre personne âgée est maintenue en vie par les soins d'une créature. Un autre enfant grandit sous la protection de quelque chose d'impossible. Si de telles personnes existent, elles seraient liées par le même besoin de secret que nous, incapables de partager leurs expériences publiquement de peur de mettre en danger leurs gardiens. Nous serions une communauté dispersée et silencieuse de personnes qui connaissent une vérité que le reste du monde ignore. Chacun de nous gardant nos secrets, chacun de nous reconnaissant pour nos relations impossibles. Il y a quelque chose de à la fois solitaire et réconfortant dans cette pensée. Solitaire parce que nous ne pouvons pas nous connecter avec d'autres qui partagent notre expérience, ne pouvons pas comparer nos notes ou nous soutenir mutuellement dans les défis qui accompagnent des circonstances aussi inhabituelles. Mais réconfortant parce que cela suggère que nous ne sommes pas complètement uniques, que le lien que nous avons formé fait partie d'un schéma plus large de connexion entre les humains et ces êtres mystérieux. Je ne saurai jamais si d'autres personnes comme nous existent, mais je choisis de croire que oui. Cela rend l'univers moins vide, moins froid. D'imaginer que ces connexions se produisent à plusieurs endroits, que les Bigfoot sont là, formant des liens avec des humains qui en ont besoin, créant des poches de relations impossibles dans les espaces sauvages du monde. Ma santé continue son lent déclin, comme il est naturel pour quelqu'un de mon âge. J'ai de l'arthrite qui me fait mal aux articulations, surtout par temps froid. Mon ouïe n'est plus ce qu'elle était. Ma mémoire flanche parfois, perdant des détails qui étaient autrefois nets et clairs. Mais je suis toujours là, toujours fonctionnel, toujours capable de m'occuper de ma petite fille avec l'aide du Bigfoot. J'ai survécu à beaucoup de mes contemporains, des hommes qui ont eu des vies plus faciles en ville avec un meilleur accès aux soins médicaux. J'attribue ma longévité à plusieurs facteurs. L'activité physique liée à l'entretien de cette propriété m'a gardé plus fort que je ne le serais dans une maison de retraite. Le but d'élever ma petite fille m'a donné une raison de continuer à me battre quand mon corps voulait abandonner. Et les provisions du Bigfoot m'ont mieux nourri que je n'aurais pu le faire avec mes revenus limités. La créature a prolongé ma vie, me donnant des années que je n'aurais pas eues autrement, me permettant de passer plus de temps avec ma petite fille et de la voir grandir davantage vers l'indépendance. Pour ce don de temps, je suis profondément reconnaissant. Ma petite fille devient plus indépendante chaque année, assumant plus de responsabilités, prenant plus de décisions pour elle-même. Elle aide maintenant à presque toutes les tâches ménagères, préparant les repas, nettoyant, gérant nos provisions. Elle a appris à lire la forêt comme moi, à reconnaître les signes de changements météorologiques, les mouvements d'animaux, les changements saisonniers. Elle sait quelles plantes sont médicinales et lesquelles sont toxiques, quels animaux éviter et lesquels sont inoffensifs. Elle est devenue compétente en survie, en milieu sauvage, d'une manière que la plupart des adultes n'apprennent jamais. Quand le moment viendra où je ne serai plus là, elle sera capable de maintenir cette vie avec l'aide du Bigfoot. Cette connaissance me permet d'affronter ma mort éventuelle avec moins d'anxiété que je ne le ferais autrement. Elle ne sera pas sans défense, elle ne sera pas perdue. Elle aura les compétences pour survivre et le compagnon pour la protéger jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour décider du type de vie qu'elle veut se construire. Nous avons parlé de ce qu'elle pourrait faire quand elle sera grande, si elle restera dans ces montagnes ou s'aventurera dans le monde extérieur. Elle est incertaine, comme la plupart des enfants le sont quant à leur avenir lointain. Une partie d'elle aime cette vie et ne peut pas imaginer quitter les montagnes ou quitter Big. Une partie d'elle est curieuse du monde au-delà, des villes, des foules et de toutes les expériences dont elle a lu des choses, mais qu'elle n'a jamais vécues. Je lui ai dit que l'un ou l'autre choix serait valable, qu'elle devrait suivre son cœur où qu'il l'amène.
Si elle choisit de rester ici, je serai heureux de savoir que cette vie continue. Si elle choisit de partir, je serai heureux de savoir qu'elle a eu le courage d'explorer au-delà de ce qu'elle a connu. Quoi qu'il en soit, elle aura toujours le souvenir de ces années, la connaissance de ce que nous avons partagé avec le Bigfoot, la compréhension que des choses extraordinaires sont possibles. Cette fondation lui servira quel que soit le chemin qu'elle empruntera. Le Bigfoot lui-même ne semble pas avoir d'opinion sur ses choix futurs, du moins aucune qu'il n'ait communiquée. La créature vit entièrement dans le présent, concentrée sur les besoins immédiats et les soins quotidiens, apparemment pas préoccupée par les futurs lointains. C'est peut-être une approche plus saine que ma tendance humaine à m'inquiéter de choses qui ne se sont pas encore produites et qui ne se produiront peut-être jamais. Le Bigfoot se présente simplement chaque jour et fait ce qui doit être fait, pourvoyant et protégeant sans angoisse, quant à savoir si ses actions seront toujours nécessaires. Il y a une simplicité zen dans l'approche de la créature et que j'admire, même si j'ai du mal à l'imiter. J'ai développé certains rituels en vieillissant, des façons de marquer le temps et d'honorer ce que nous avons. Chaque année, à l'anniversaire de la nuit où le Bigfoot est apparu pour la première fois, je prépare un repas spécial et j'en laisse la moitié sur le porche en offrande de remerciements. Chaque année, à l'anniversaire de ma petite fille, je m'assure de passer du temps à lui raconter des histoires sur ses parents, gardant leurs souvenirs vivants pour elle. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de ma fille, je m'autorise une journée pour pleurer pleinement, pour ressentir la perte complètement avant de retourner à la vie. Ces rituels structurent le temps, créent des repères qui m'aident à me souvenir et à honorer ce qui a été tout en continuant d'avancer. Ma petite fille a développé ses propres rituels avec Big, des cérémonies privées dont je ne fais pas partie, mais que je sais importantes pour elle. Parfois, elle laisse des dessins pour la créature, des représentations artistiques de leurs relations, de la forêt ou de choses qu'elle a imaginées. Parfois, elle s'assoit à la lisière des arbres et parle à Big sur un ton trop bas pour que je l'entende, partageant des pensées ou des sentiments qui lui sont propres. Parfois, elle danse dans le jardin quand elle sait que le Bigfoot la regarde, se déplaçant selon des motifs qui semblent avoir un sens, même si je ne comprends pas ce que ce sens est. Ce sont ces façons de maintenir et d'approfondir son lien avec la créature, et je respecte cette intimité même si je suis curieux de ce qui se passe entre eux. Leur relation n'est pas la mienne à comprendre ou à contrôler pleinement. Elle est à eux, unique à eux, et elle me survivra de nombreuses années. C'est ainsi que cela doit être. Je suis le lien entre ma petite fille et le Bigfoot, mais je ne suis pas le fondement de leur connexion. Ils ont leur propre lien, construit au fil des ans d'interaction, basé sur une confiance et une affection qui existent indépendamment de moi. Quand je serai parti, ils continueront sans moi, et cette continuation est exactement ce que j'espère. La pensée de ma mort ne m'effraie plus comme avant. J'ai vécu une vie bien remplie. J'ai vu ma petite fille passer du stade de nourrisson à celui de jeune personne capable. J'ai vécu des merveilles que la plupart des gens ne connaissent jamais. Quand mon heure viendra, je l'affronterai avec gratitude pour ce qui m'a été donné plutôt qu'avec regret pour ce que je perds. Le Bigfoot m'a appris que la mort fait simplement partie du cycle, une autre saison dans le rythme sans fin de la nature. La créature m'a montré cette leçon à travers les animaux qu'elle chasse et les plantes qu'elle récolte, à travers les morts naturelles qui se produisent dans la forêt tout autour de nous. Tout meurt un jour. Ce qui compte, c'est comment nous vivons le temps que nous avons. Si nous utilisons ce temps pour créer des liens et du sens, ou si nous le gaspillons dans la peur et le déni. J'ai choisi de vivre pleinement, d'embrasser les circonstances impossibles qui m'ont été données, de construire quelque chose de beau à partir de la tragédie et du désespoir. C'est suffisant, c'est plus que suffisant. En concluant ce récit, je veux souligner une dernière vérité. Le Bigfoot est réel. Cette histoire n'est pas de la fiction,
de la fantaisie ou l'illusion d'un esprit troublé par le chagrin. La créature existe, a existé dans ces montagnes depuis qui sait combien de temps, et a formé une véritable relation avec ma petite fille et moi. J'ai touché la fourrure de son bras. J'ai vu l'intelligence dans ses yeux. J'ai reçu ses cadeaux et été témoin de ses actions pendant plus d'une décennie d'interactions quotidiennes. Le Bigfoot est aussi réel que les montagnes elles-mêmes, aussi réel que les arbres, les ruisseaux et le vent. Le fait que la science n'ait pas reconnu son existence ne le rend pas moins réel. Le fait que la plupart des gens n'y croient pas ne rend pas notre expérience moins valide. Nous savons ce que nous savons. Nous avons vécu ce que nous avons vécu. Et cette vérité demeure, que quelqu'un d'autre y croit ou non. À ma petite fille, quand tu liras ceci dans de nombreuses années, je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi et à quel point je suis reconnaissant d'avoir fait partie de ta vie. Tu m'as donné un but quand je n'en avais aucun, de l'espoir quand je désespérais, de la joie dans des circonstances qui n'auraient dû être que douloureuses. Tu es la meilleure chose dans ma vie et te voir grandir a été mon plus grand privilège. Prends soin de toi et prends soin de Big, qui t'aime d'une manière qui transcende les espèces et la logique. Honore le don qui nous a été fait en vivant pleinement et en traitant tous les êtres, humains et autres, avec gentillesse et respect. Et souviens-toi toujours que l'impossible est possible, que les miracles peuvent arriver, que l'aide peut venir des sources les plus inattendues si nous sommes ouverts à la recevoir. Ton grand-père, qui t'a aimé plus que les mots ne peuvent l'exprimer,